Donc nous allons vous parler d'auxiliaires entomophages et contrôle des ravageurs. Et nous avons écrit du paysage aux pratiques de gestion, parce que vous allez voir, il a été beaucoup question ces 20 dernières années de l'échelle paysage, et on s'intéresse maintenant un petit peu plus qu'avant, je pense, à l'échelle locale. Mais avant cela, voilà le schéma global qui montre le fonctionnement de tout ce système tritrophique. Donc 3 niveaux trophiques. Le premier en bas, c'est la culture. Le deuxième, eh bien, c'est le ravageur ou les ravageurs. Niveau trophique 2, évidemment, ces ravageurs occasionnent des dégâts, se nourrissent de la culture. Et c'est eux qu'il faut limiter, bien évidemment. Et troisième niveau trophique, les ennemis naturels qui, eux, ça ne vous étonnera pas, exercent une action antagoniste sur les ravageurs. C'est ce qu'on appelle le processus top-down, donc descendant, contrôle du troisième niveau trophique sur le deuxième. Pour gérer tout ça, eh bien, il y a des pratiques agricoles qui vont avoir une action sur chacun de ces 3 niveaux trophiques, de même que des habitats semi-naturels qui composent le paysage, qui ont des actions sur le troisième, donc il faut les favoriser, évidemment, il faut le favoriser, ce troisième niveau trophique, et sur le second. Alors, il y a également, grâce à ces habitats semi-naturels, des proies, des hôtes alternatifs, donc des sources de pollen, etc., qui vont favoriser ces ennemis naturels. Mais regardez, la culture elle-même permet d'avoir une action directe sur les ravageurs. Évidemment, le but étant de limiter à ce moment-là les ravageurs, donc une action négative, dépressive, on va dire, sur les ravageurs. Et c'est une action ascendante. On parle de bottom-up process. Et les cultures, toujours pareil, peuvent avoir une action positive, si possible, sur les ennemis naturels en leur fournissant, elles aussi, comme les milieux semi-naturels, des proies hôtes alternatives, du pollen et du nectar. Alors, vous voyez, depuis les années 90, il y a eu un gros focus sur le paysage, et on parle depuis d'écologie du paysage. Alors c'est une discipline qui, elle, a plus de 30 ans d'existence, mais appliquée à la protection des cultures, elle a à peu près un petit peu plus de 20 ans d'ancienneté. Et on a compris aujourd'hui que le biocontrôle des ravageurs dépend en fait de processus multiscalaires, et notamment le niveau paysage détermine les sources de ravageurs et de leurs ennemis naturels, et notamment une simplification du paysage va entraîner une baisse du biocontrôle des pucerons. Alors ça aujourd'hui c'est bien connu, ça a été démontré par une méta-analyse récente. Et concernant le niveau local maintenant, eh bien, il détermine les interactions entre ravageurs et ennemis naturels. Plus précisément, une diversification végétale va entraîner une augmentation de la diversité en ennemis naturels. Ça, aujourd'hui, c'est bien démontré. C'est bien, c'est un aspect, un résultat qui était espéré. Le problème, c'est que, cela est démontré aussi par une méta-analyse, ça augmente la prédation intra-guilde. Qu'est-ce que c'est que la prédation intra-guilde? Ce sont les ennemis naturels, donc des organismes utiles, qui vont se manger les uns les autres. Les plus agressifs attaquant les moins agressifs, ou les plus gros attaquant les plus petits, encore que ce n'est pas automatique, mais la diversité végétale va augmenter la complexité structurale des habitats, donc va augmenter la disponibilité des cachettes pour les ennemis naturels chassés, donc pour les plus faibles, entre guillemets. Et du coup, ça va diminuer la prédation intra-guilde. Mais en fait, ce qui est important, donc nous l'avons vu, il y a davantage d'ennemis naturels, et maintenant nous voyons qu'il y a augmentation, malgré cette prédation intra-guilde qui a été diminuée finalement, il y a grâce à cela une augmentation de la régulation des ravageurs, donc moins d'herbivores, et donc une diminution des dommages des cultures. On le voit ici, il y a une légère diminution des rendements aussi, en parcelle expérimentale, afin d'observer tous ces phénomènes. L'usage d'insecticides n'étant pas autorisé, c'est normal qu'il y ait une petite baisse du rendement, mais cela prouve l'importance de favoriser les ennemis naturels pour augmenter la pression sur les ravageurs de façon à utiliser moins d'insecticides. Un autre message important, c'est que toutes les études ont consisté à comparer des paysages ou des exploitations agricoles complexes versus simples. Donc, paysage complexe versus paysage simple, des exploitations complexes versus simples. Et en fait, pendant à peu près 20 ans, un petit peu plus, il n'y a pas eu, mais c'est pas quasiment pas, il n'y a pas eu de comparaison de l'importance du paysage,
comparaison des effets respectifs à la fois du paysage et des caractéristiques très locales, que ce soit au niveau de paysage ou au niveau d'exploitation agricole. Et cela, c'est malgré tout relativement important, parce que si on dit aux agriculteurs, bien finalement, en fait, c'était le message essentiel qui a été transmis, véhiculé pendant une vingtaine d'années, on disait que ce qui se passait dans une exploitation agricole, dans une parcelle donnée plutôt, dépendait de la structure du paysage à 1000, 1500, 2000, 3000 mètres alentour. Et donc, ça décourageait un petit peu les agriculteurs, puisque ça semblait leur enlever toute possibilité d'agir à leur échelle, et notamment à l'échelle des parcelles. Et en fait, maintenant, je vais vous parler des grandes cultures. Donc, il va y avoir 4 diapositives sur les grandes cultures. Je vais commencer par vous raconter une success story, celle d'un agriculteur, Jacques Icter, qui habite et exploite dans l'Aisne des grandes cultures sur une surface totale de 320 hectares en 2 exploitations, et je vous illustre celle de 172 hectares. Jusqu'en 1985, vous voyez, il y avait quelques haies, et à part cela, ici un bosquet, et à part cela, aucun aménagement agroécologique. Il a constaté, à peu près à ce moment-là, qu'il y avait, par rapport à l'époque où il était enfant, il y avait très peu de perdrix grises, vous voyez, 10-15 couples pour 100 hectares, quelques rares faisans, rares cailles, et finalement, par contre, au même moment, il utilisait de façon quasi systématique des granulés anti-limaces et des traitements anti-pucerons. Il a contacté l'ONCFS et il a suivi leurs préconisations. Il a procédé en quelques années à des aménagements agroécologiques, et en 1989, ils étaient terminés. Donc il a acquis une parcelle située ici, et il a divisé les grandes parcelles en parcelles plus petites, de 150 mètres de large à peu près. Par contre, elles sont toujours très longues, ce qui fait que leur surface moyenne fait 15 hectares environ. Il alterne culture d'été et culture d'hiver, séparées par des bandes enherbées à base de fétuques et graminées cespiteuses qui poussent en touffe, et sur lesquelles il a semé des tronçons, il a installé, des tronçons de broussailles, de haies et des agrès noirs. Voilà, il a installé d'autres haies sur le pourtour des parcelles, des bosquets qui n'existaient pas auparavant. Et le résultat de tout cela, j'ai oublié de dire, il a adopté les techniques culturales simplifiées, donc une autre gestion du sol, c'est important aussi, on le verra tout à l'heure. Et du coup, la population de perdrix grises a nettement augmenté, comme vous le voyez, de faisans, de cailles aussi. Il a observé, ce qui n'était pas son but initialement, une augmentation de la diversité des auxiliaires zoophages et une diminution de la pression des ravageurs. Ça n'était pas du tout son objectif initial. Et aujourd'hui, il n'utilise plus d'antilimaces, et il fait un traitement contre les pucerons une année sur 4, une année sur 5. Voilà une success story que l'on va, j'ai oublié de le préciser, ces aménagements-là ne lui ont consommé que 3% de la SAU. Et donc économiquement, c'est une opération très très rentable, je n'ai pas le temps d'en parler. Alors, la première comparaison, donc là on commence à voir que les aménagements à l'échelle locale, finalement, ils sont importants. Il n'y a pas que l'échelle du paysage qui compte, elle est importante aussi. On l'a vu, c'est la source des ennemis naturels. La toute première comparaison, effet des structures locales avec effet du paysage, elle a eu lieu, elle a été publiée en 1994, et elle portait sur l'hivernation des ennemis naturels. Et en fait, il a été montré que les variables locales, mais vraiment à échelle très fine, même sous le piège, et à 3 mètres et 15 mètres, et les variables locales, c'était description de l'épaisseur de la litière, analyse de la texture granulométrique du sol, je passe d'autres variables, eh bien en fait étaient plus importantes, plus influentes pour expliquer la diversité des ennemis naturels trouvés en hivernation grâce à la pose de pièges à émergence, plus influentes que la structure du paysage proche et même distant. Et nous avons montré que parmi ces différents habitats étudiés, et contre toute attente, les bandes enherbées PAC, essentiellement à base de dicotylédones, étaient la principale source d'ennemis naturels, et elles se sont avérées plus riches que les prairies naturelles et que les lisières forestières, qu'elles soient nord, sud ou même que les centres de forêt. Alors, la seconde publication qui est sortie et qui consistait à comparer ces effets de facteurs locaux au paysage a été publiée par des Suisses et consistait à comparer les effets de bandes fleuries aux effets du paysage, toujours par rapport aux ennemis naturels, évidemment, cette fois-ci en activité. Et il s'agit des carabes ou des punaises prédatrices de larves
de cryocère des céréales, ici larve, et là l'adulte. Eh bien on voit que en gris clair, les bandes fleuries, et en gris foncé, des bandes de blé, permettent de favoriser les populations de carabes et les punaises prédatrices, essentiellement dans la bande fleurie, vous le voyez ici, mais également à proximité ou un petit peu plus loin. Et voilà pour les punaises. Donc, davantage de punaises prédatrices dans les bandes fleuries. Le résultat, c'est que les larves et les adultes de cryocères, ici les larves, se sont retrouvés à des effectifs inférieurs, plus faibles. Et la conséquence de cela, c'est une baisse, notamment un petit peu loin des bandes, soit fleuries, soit témoins, baisse des dommages infligés par ce ravageur, surtout par la larve du ravageur. Alors ça, c'est déjà un niveau de résultat, et ce qui est très intéressant, c'est qu'étant donné qu'ils comparaient effets locaux à des effets paysagers, ils ont démontré que ces effets-là étaient indépendants de la complexité du paysage. Et maintenant, nous allons voir, c'est la dernière diapo concernant les grandes cultures, comparaison de ces effets locaux, et en l'occurrence, il en a été question ce matin, effet de l'état du sol comparé à l'effet du paysage. Là, ce sont des Italiens qui se sont intéressés à la dynamique d'ennemis naturels en activité en agriculture de conservation des sols. Eh bien, ils sont arrivés à la conclusion que l'agriculture de conservation favorise les prédateurs généralistes rampants, mais aussi les prédateurs et parasitoïdes aériens, aphidiphages. Et même, on peut dire plus fort que ça, c'est que, elle les favorise à tel point que l'agriculture de conservation compense les effets négatifs du paysage, dans le sens d'un paysage simplifié. Ceci dit, il ne faut pas aller trop loin non plus dans la simplification du paysage, puisque c'est la source en auxiliaire, mais s'il y a eu une certaine perte de diversité au niveau paysager, eh bien, les caractéristiques de la surface du sol permettent, à l'échelle de la parcelle, de rattraper un petit peu la chose. Et il a été également montré maintenant sur un gradient d'intensité de travail du sol. Donc cela allait du labour régulier à l'agriculture de conservation ancienne. Eh bien, on a montré que l'intensité de régulation des pucerons par les larves de ce cirfe-là, Sphaerophoria scripta ici, sur les épis, j'insiste bien, sur les épis, on n'est pas au niveau du sol, eh bien, l'intensité de régulation dépend davantage de l'âge du dernier labour, que de la complexité du paysage ou du type de système. Pourquoi ? Parce que certains systèmes en TCS, par exemple, technique culturelle simplifiée, peuvent toujours travailler superficiellement le sol, mais peuvent avoir abandonné le labour il y a bien plus longtemps que des systèmes en agriculture de conservation jeunes. Et en fait, ce n'est pas la grosse étiquette labour, TCS, AC qui compte, c'est l'âge du dernier labour. Et je me souviens, lorsqu'on s'est posé la question, est-ce qu'on pose la question à l'agriculteur de l'âge du dernier labour, est-ce vraiment important ? Moi j'ai dit oui, ça coûte pas cher de le demander, et ça s'avère être la variable la plus importante. Notre hypothèse, et je termine avec ça, je vais très rapidement parce que je pense que j'ai déjà été trop long, c'est qu'on met là derrière des hypothétiques fonctionnements équilibres ou déséquilibres électrochimiques des sols qui se répercuteraient sur la plante et qui du coup se répercuteraient sur sa capacité ou incapacité à émettre des composés organiques volatiles appelant les auxiliaires. Tout ça, ce ne sont que des hypothèses, mais étayées par différents faits, on peut dire, et connaissances scientifiques, quoi. Et évidemment, ça vaudrait le coup. Et maintenant, notre objectif, c'est essayer de démontrer cette hypothèse. Voilà, je laisse la parole à Sylvaine pour parler de l'arboriculture. Comme Jean-Pierre vous l'a précédemment exposé, on va revisiter un petit peu les mêmes choses, mais sous un angle arboriculture. Donc, un verger qui est un milieu complexe et pérenne. Pierre-Éric Laurie, ce matin, l'a dit, ça ressemble presque à de l'agroforesterie, un verger un peu classique. Pourquoi ? Déjà, c'est un habitat multistrate, entre le rang et l'interrang, structure arborée, structure herbacée, avec plus ou moins de couverts herbacés sur le rang, dans l'interrang. C'est également des structures ramifiées complexes. Jean-Pierre a souligné l'importance pour les anomalies naturelles d'une complexité de l'habitat pour échapper à la prédation intraguilde. Il y a également dans nos régions, donc pour moi c'est la vallée du Rhône, des brise-vents qui sont aussi, on va en parler un peu plus tard, qui peuvent remplir d'autres fonctions que le brise-vent.
Voilà, donc un milieu particulier. Donc c'est une situation qui va être favorable au maintien des réseaux trophiques, parce que c'est en plus un milieu pérenne. La culture n'est pas supprimée d'une année sur l'autre. Ces réseaux trophiques qui donc permettent le maintien des ennemis naturels qu'on veut avoir pour nos cultures. Donc vous allez me dire, ben voilà, en arboriculture, verger, biodiversité, pérennité, tout va bien. Oui, tout va bien, mais il y a un petit bémol, c'est que on a des pratiques assez intensives en verger, en particulier de protection, parce qu'on vend un fruit frais, parce que les circuits de commercialisation ont parfois des exigences, mais pas seulement, hein, il y a également une période de risque qui est longue, etc. Donc on est dans une situation d'antagonisme, avec des choses très favorables d'un côté, et d'autres, et des pratiques qui vont l'être moins. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Dans nos travaux, on se pose deux types de questions. Quel verger, quelle pratique ? Et puis quels aménagements pour favoriser les auxiliaires, pour essayer de rentrer dans un cercle vertueux où finalement on ne va plus être dans une situation d'antagonisme mais de bénéfices mutuels. Je vais juste faire deux petits zooms sur des travaux en verger où là, dans une expérimentation système d'une quinzaine d'années, on a essayé de réduire l'utilisation des pesticides via différents moyens. Là aussi, ça renvoie au premier schéma qu'a présenté Jean-Pierre. Des effets via la plante, bottom-up, donc variété peu sensible aux maladies, verger aéré, faible densité de plantation, conduite de l'arbre, fertilisation, irrigation raisonnée. On va également, en mesure directe, être sur le plus possible d'alternatives, prophylaxie. Et puis, évidemment, privilégier les produits de biocontrôle, une évaluation du risque de dégâts, parce que les ravageurs, on peut en tolérer parfois quelques-uns sans qu'il y ait vraiment beaucoup de dégâts. Et puis de la biodiversité fonctionnelle via les haies. Là, entre les roues du tracteur, on avait installé une bande de sarrasin. Je n'ai pas le temps pour montrer beaucoup de résultats, c'est juste pour vous dire qu'en termes de faune, l'abondance des prédateurs, et notamment des prédateurs généralistes, est plus élevée dans ces systèmes par rapport à des vergers selon des pratiques type avertissement agricole. Hein, et on va également avoir un changement de structure de la communauté. Donc on est sur des systèmes qui vont être plus diversifiés et puis également plus riches en auxiliaires. L'autre zoom, donc les pratiques affectent l'abondance et la diversité des auxiliaires. L'autre zoom, il va être donc sur l'aménagement de cet environnement végétal. Donc là, c'est un exemple sur une haie composite. Donc sur le site donc, qui est dans la Drôme, hein, à côté de Valence, on a 8 km de haies plantées dans les années 80-90 en lien avec l'IDF. Et ces haies qui étaient des brise-vents, dont l'objectif était de remplacer les haies de peupliers, les haies de cyprès traditionnelles. On s'est dit, il y a peut-être quelque chose à voir aussi par rapport à la faune qu'elles hébergent, pas seulement le gibier, mais également la faune utile pour le verger, la faune entomologique, on va dire. Et donc on a travaillé sur des assortiments végétaux qui vont remplir 3 principes. Le premier, c'est ne pas nuire, c'est-à-dire de ne pas introduire d'essence qui va héberger une maladie importante du verger. L'aubépine, c'est très riche en auxiliaires, mais ça héberge le feu bactérien. Donc voilà, on va essayer de ne pas l'implanter en bordure de verger de fruits à pépins. Le deuxième, c'est de choisir des essences riches en auxiliaires. Voilà, le noisetier, il est très pertinent dans cet objectif. Il y a un certain nombre d'essences. Alors, ce qui est important, ce n'est pas les essences en tant que telles qui sont citées là. Ce qui va être important, c'est qu'est-ce qu'elles vont apporter. Dans mon système, cet assortiment, il m'apporte quoi ? Il m'apporte des abris d'hivernation avec des feuillages persistants. On va avoir des floraisons très précoces, le sol, le noisetier. Et ça, c'est important pour un certain nombre de punaises prédatrices qui ont besoin de ça pour leur fécondité, pour se reproduire efficacement. Après, il va y avoir du garde-manger. On va avoir ce qu'on appelle des proies alternatives, les proies de substitution. Le noisetier héberge un puceron, le sureau héberge un puceron. C'est des pucerons spécifiques qui n'iront pas sur le poirier, qui n'iront pas sur le fruitier d'à côté, mais qui maintiennent les prédateurs juste en proximité. Des ressources florales, nectar, pollen, hein, les cirfes, voilà, l'adulte et floricole.
Et puis on va boucler la boucle avec des floraisons d'automne de nouveau, puis des feuillages persistants et du lierre. On a parlé ce matin qu'on va laisser s'installer parce que des tiges entrelacées, des abris, des feuillages persistants, des floraisons d'automne. Et la boucle est bouclée. Et dans ce verger de poirier qui est à côté, il n'y a plus aucun insecticide contre le psylle. Enfin, on ne voit même plus de psylle. Voilà. C'est pour dire que sur certains bioagresseurs, on a des moyens, les acariens, ça en fait partie, les pucerons aussi dans une moindre mesure, il y a moyen d'aménager localement pour bénéficier de ce service écosystémique de régulation. Voilà. Donc pour terminer, en matière de biocontrôle des ravageurs, vous l'avez vu, que ce soit en grande culture ou en arboriculture, l'idée, c'est d'avoir une approche globale de son système. C'est à la fois de la biodiversité et c'est à la fois des pratiques. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Ça va être également la synergie qu'il va y avoir entre ce qui est local et ce qui est paysage. Selon les systèmes, selon les situations, il va parfois y avoir un effet plus important du local sur le paysage, mais cette complexité à différentes échelles, elle reste importante, et ces effets synergiques. Et puis, on a parlé de haies, on a parlé de couverts herbacés, mais la biodiversité, elle est partout, on peut tenter de l'aménager partout. Il y a les tournières, il y a les bords de champs, il y a les fossés, il y a les chemins même. Voilà. Donc, on a parfois des limites pour installer des haies, voilà, mais il y a d'autres façons de gérer ces composantes. Un autre aspect, et là ça renvoie aussi à des aspects d'introduction sur la complexité, il n'y a pas de solution clé en main. Il y a quelques principes éventuellement à décliner dans votre contexte, avec vos objectifs, etc. On va être très localo-local, et c'est ce qui fait la richesse aussi de ces approches. Et puis pour terminer, la plupart de ces aménagements, on a parlé principalement de régulation, enfin d'apport pour la protection des cultures, mais ils ont énormément d'autres bénéfices qui ont été évoqués dans la journée, voilà, mais en termes de microclimat, maintien du gibier, et puis biocontrôle aussi d'adventices, et puis brise-vent, etc. Voilà.